Alors, bonjour tout le monde, il est midi. Je suis Chantal Robillard, coordonnatrice de recherche clinique au CIUS Centre-Ouest. Merci de vous joindre à nous avec l'équipe du Centre-Sud, Patricia Mazorca et Audrey Besnier. On a organisé une série d'ateliers. Ceci est le deuxième atelier sur la thématique de TEVA, transition vers la vie adulte, intégration à l'emploi des jeunes. On comprend qu'il y a un TEVA ministériel, il y a différents types de programmes de transition avec un X dont on va entendre parler aujourd'hui. On ne cherche pas à démêler nécessairement, mais cet espace est un espace d'entraide pour résoudre certains défis que vous pouvez rencontrer dans vos interventions cliniques. Également, aujourd'hui, dans ce deuxième atelier, on va combiner des présentations sur des programmes qui touchent principalement à la déficience physique, mais aussi des programmes qui touchent les jeunes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble de spectre de l'autisme, pour qu'en troisième atelier, donc en janvier, qui est le dernier qu'on souhaite, qu'on veut, en fait, le dernier, mais peut-être qu'il y aura une suite aussi, on veut vraiment briser les silos là, entre les différents programmes, les déficiences, mais aujourd'hui, on va commencer à introduire là, les différents sujets. On aura la présentation de deux programmes cliniques du Centre-Ouest, le programme Transition ainsi que le programme 25+ DV. Relié à donc développement d'habiletés pré-emploi, mais aussi les enjeux d'intégration des personnes qui ont une déficience visuelle dans les milieux de l'emploi. Et aussi, on a eu plusieurs chercheurs qui présenteront en petits 5 minutes certaines réponses aux questions qui ont été colligées en début d'année auprès des différentes équipes qui interviennent auprès des jeunes dans des programmes de transition. Mais ceci dit, ce n'est pas de grandes présentations, on présente nécessairement des résultats de recherche, c'est vraiment pour introduire le sujet, présenter ce qui existe pour par la suite, libre à vous de contacter les chercheurs et échanger davantage, développer des projets si nécessaire. Donc, toute cette information-là qui sera présentée aujourd'hui sera disponible sur nos sites web respectifs Centre-Sud et Centre-Ouest. On vous enverra les liens éventuellement. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Isabelle Cormier. Je suis la chef de programme du programme Transition, qui est un programme de transition à la vie adulte pour nos jeunes de 15 à 25 ans du centre de réadaptation Lethbridge Layton Mackay. Donc, pourquoi est-ce qu'on met un grand X à transition? En fait, c'est un programme qui a pris son envol au niveau clinique en 2018 suite à du financement de la fondation Habilitas, qui est notre fondation au Lethbridge Layton Mackay. Et on a fait un benchmarking des focus groups. On a fait beaucoup de revues de littérature pour en venir à créer notre programme et définir notre offre de service. Et on s'est défini en étant un modèle de réadaptation où là, vous allez revoir le capital X. Donc, modèle de réadaptation extrême parce qu'on ne travaille pas du 9 à 4 ou du 8 à 4. On sort des heures de travail habituelles et on fait la fin de semaine, des soirs, parfois des week-ends pour pouvoir vraiment aller avec l'horaire des jeunes, pour leur offrir des expériences de vraie vie. Donc, on n'est pas non plus dans des salles d'intervention traditionnelles. Notre salle d'intervention, c'est la communauté. Pour leur offrir une exposition à une variété de défis, de real-life scenarios et leur permettre d'explorer. C'est des groupes principalement. On fait du 1 à 1, mais également des groupes, donc exchange entre nos jeunes et également avec leurs parents ou leurs proches aidants. Et tout ça pour viser une expérience transformatrice, viser des axes de changement chez les jeunes. Donc, le X, suite à la trouvaille de tous ces mots-clés nous a permis de nommer notre programme Transition avec un X majuscule tel que vous le voyez. Et puis, ça correspond vraiment à l'accompagnement des jeunes. On a aussi mis entre notre N et le petit bout de la falaise, c'est que, évidemment, tous ceux qui travaillent en transition à la vie adulte, les parents comme les jeunes vont avoir souvent mentionné que c'est « it's like being hanging over a cliff ». And that little symbol of the person jumping from one side of the other is basically our goal and our motto to be able to best accompany them and guide them so that they're having a successful jump, leap over the other side towards adulthood.
Notre équipe interdisciplinaire, on a ergothérapeute en un équivalent temps complet, donc 5 jours semaine. On a 2 éducateurs spécialisés, une travailleuse sociale qui est en ce moment vacant comme poste, conseillère en orientation, notre agente administrative, notre coordonnatrice clinique et notre chef de programme. Cette photo de notre équipe est dans ce qu'on appelle notre lounge, qui est une salle avec laquelle on a eu un financement de IKEA, et avec la part des jeunes, on a fait une murale et on a créé une salle qui est un peu notre base camp, où est-ce que les jeunes peuvent venir pour planifier leurs activités. Mais comme je disais, la plupart de nos activités se font out in the community, et c'est ça, c'est leur base camp. Donc, nos participants, on vise, étant donné qu'on est un centre de réadaptation en déficience physique, le centre MAB McKay, on a des adolescents et des jeunes adultes. Le groupe d'âge est de 15 à 25 ans qui vivent avec une déficience soit motrice, visuelle, auditive ou langagière. Donc, souvent, en déficience physique, on ne pense qu'à la déficience motrice, mais au Lethbridge Leighton McKay, on dessert les 4 types de déficiences. Et nous, on va admettre n'importe quel jeune qui peut avoir des besoins fonctionnels en lien avec la transition à la vie adulte, avec tout autre de ces déficiences ou besoins. Si c'est accompagné d'une DI ou d'un TSA qui serait léger, qui n'aurait pas d'impact sur la participation en groupe, nous acceptons ces jeunes également, tant que la porte d'entrée vient avec une DP, une déficience physique. Suite au benchmarking, à la revue de littérature. So hello everyone, I'm Emily, the OT in the transition program. So when we were doing it's okay that I go in English, hey? Chantal said we could switch entre les deux langues, ça va? So when we did the literature review, what we found was the 4 major areas of vulnerability for the clients that live with a physical impairment are areas that are commonly seen to have difficulty as they age. These are the areas that are kind of taken care for them when they're younger, and then as they get into adulthood, it's definitely areas that are much harder to address. So as the program, we've reclaimed them as our areas of opportunity, or spheres of opportunity, where we say these are the main areas that you can set your goals, and these are the areas that you can have an impact and what's important to you. So we have residential autonomy, socialization, well-being, both physical and mental, as well as work and studies. And you have some examples on the screen of examples of goals that the youth have set themselves. So residential autonomy, for example, making my meals within the week, maybe getting into an apartment. Socialization include expanding my social circle, increasing my confidence if I want to ask somebody on a date. Well-being can say I want to join a gym and be able to train on my own, or be able to organize my medical appointments by myself. And work and study goal examples include clarify my options in terms of professional development, or maybe finding volunteer work or paid work that fits my profile and my needs at this time. And if I can, sorry, I'm just going to add that through those spheres of opportunity, we do not differentiate whether the youth has a physical, in terms of motor, language, visual, or auditory impairment. We see them as having needs. And so we created also our program in a heterogeneous way so that the youth can be admissible, and regardless of an intervention that would be impairment-based, we are very functional and needs-based. Donc ça répertorie nos différents types d'interventions qu'on offre pour les jeunes. J'ai mentionné qu'on offre principalement des interventions de groupe. Donc, on a 5 ou 6 groupes parce qu'on en a un nouveau qui va tout juste partir là, dans les prochaines semaines. Donc, on a notre groupe long qui est d'une durée d'environ 10 mois, un groupe court qui est d'une durée d'environ 6 mois, Défi X
le groupe Explore, le groupe Projet Inc. et le groupe Influx. Et on va les expliquer un petit peu plus en détail au fil de la présentation. On a aussi un à la carte qui est différents sujets qui gardent les jeunes impliqués. Puis c'est à des intervalles précis durant l'année sur différents thèmes. Et on offre des interventions individuelles sous une forme de coaching model qu'on appelle le Transition Navigator Style. Qui peuvent être un accompagnement pour les jeunes, ainsi que des interventions psychosociales aux besoins ou en orientation avec notre conseillère en orientation. Et tout ça, on essaie de les lier dans des contextes de vraie vie. Pour la trajectoire du client, suite à la référence, ils sont admis au niveau de notre AEO, accueil, évaluation, orientation, au programme transition. Puis, on fait un dépistage, habituellement par notre coordonnatrice clinique. Et ensuite, les jeunes sont orientés dans notre offre de service, que ce soit service individuel, offre de groupe ou à la carte. Habituellement, c'est l'offre de groupe est comme le staple of transition, mais ils peuvent avoir des services individuels en combo, en complémentarité ou en attendant de rentrer dans un groupe. Et le à la carte est ouvert à tous. Donc, suite à la fin d'un groupe, on réévalue les besoins et ils peuvent être réadmis selon que ce soit un autre groupe, une évolution dans leur groupe ou dans leurs besoins. Again, Emily, I don't know if you would want to add a little bit how the group tagging with the clients is done. So when we're thinking of forming a group, we kind of have them set in our calendar. We know what's coming in the years to come. We get new clients throughout the year, and with this dépistage, we can have a sense of what the needs are. So we can say, hey, with this kind of profile, we think long group would be a good fit or short group would be a good fit. And then when it comes a little bit closer to the actual group itself starting, we'll do an initial interview to go collect a little bit more information specific to the group. And the point of that is to go get the information about the clients to make sure that what we're planning to have is a relatively cohesive group in terms of level of reflection as well as the area of their goals. So we communicate to our clients that we want the group to fit for each person, but for each person to be a good fit for the group. And so we go through that process to make sure we're not putting anybody in kind of setting them up for failure or setting them up for boredom, or if they're going to be in a situation where they're not going to or not likely to find anybody within that group that they would relate to. So as Isabelle mentioned earlier, we really do base it on the spheres, but also in terms of kind of cognitive profile as well as level of reflection. So, the long group, le groupe long, c'est beaucoup basé sur la force des premières expériences. Ça vise les habiletés sociales et les habiletés d'autonomie résidentielle, environ d'une durée de 10 mois. Donc, rapidement, on a mis quelques photos, des sorties, des activités qu'on peut faire avec les jeunes. C'est sûr qu'avec la pandémie, on a dû s'adapter. Puis, à notre avantage, les jeunes ont travaillé leur autonomie résidentielle à l'intérieur de leur domicile. Donc, directement avec qu'est-ce qu'ils avaient dans le frigidaire, laver la toilette, faire du lavage, mais aussi on a pu sortir également. Donc, c'est certains des quotes et des photos qui représentent les expériences vécues par nos participants. Pour le groupe court, c'est d'une durée de 5 à 6 mois qui vise, basé sur un modèle de social and emotional learning. Les objectifs, c'est bien-être mental et les habiletés sociales. On se rend compte que dans la plupart des groupes, l'habileté sociale est quand même une grande force parce que les jeunes ont beaucoup de besoin de s'identifier. Mais being responsible for myself feels great. Le groupe court, c'est souvent les jeunes qui vont avoir un niveau de réflexion un peu plus élevé, un niveau cognitif un peu plus élevé et déjà une idée de quels objectifs ils veulent avoir. Donc, c'est un groupe qui prend un peu moins de temps parce que les jeunes ont déjà bien prédéfini ce sur quoi ils veulent travailler. Puis, il y a beaucoup de support par les pairs. Ensuite, ce sont des groupes un peu plus ponctuels. Défi X, c'est un groupe qu'on a lancé en octobre 2020 suite à la réouverture des services avec la pandémie,
où est-ce qu'on a fait un groupe de plein air et on l'a poursuivi à intervalles dans notre timeline de groupe. Donc, on l'a refait cet été. Ça vise le bien-être physique et la socialisation, mais avec le bien-être physique vient, on ne peut pas dissocier le bien-être mental non plus. Une durée de 3 mois avec une aventure finale. Désolée, il manque un E. À finale, c'était une randonnée au Mont-Royal. Ça, c'était celle d'octobre 2020. Je pense que cet été, Emily, did they go also to Mount Royal or was it en Grignon Park? No, the final adventure was also on Mount Royal. Mount Royal. Donc, c'est quelque chose qu'ils peuvent répliquer. Ça travaille beaucoup au niveau du energy management. Puis, vous pouvez voir, on a des jeunes qui ont une déficience, encore une fois, visuelle, auditive et motrice. Donc, il y a beaucoup d'entraide et chacun apprend à pousser to the limit of their comfort zone. Vous allez voir, c'est souvent un slogan qu'on utilise. Life begins at the end of your comfort zone. Donc, Projet Inc., c'est un groupe qui vise les habiletés de pré-employabilité. Donc, alors qu'on ne se prétend pas être un groupe, un programme de placement en emploi, ce n'est pas notre rôle, beaucoup de nos jeunes ont des défis au niveau de tout ce qui est les pre-employability skills. Et donc, c'est un groupe qu'on a parti d'une durée d'environ 7 mois, principalement en virtuel, avec des différents ateliers et de la pratique qui vise toutes les habiletés qui vont faire en sorte qu'une personne est plus more successful sur le marché du travail et plus préparée. Donc, ça s'est fait en collaboration avec un éducateur spécialisé et notre conseillère en orientation. Et ils vont faire, c'est ça, différents ateliers, des pratiques, que ce soit d'entrevues, mise à jour du CV. Puis il y a beaucoup de soutien par les pairs également à ce niveau-là. Et on a beaucoup de nos jeunes qui ont passé par Projet Inc. Et qui ont eu des expériences d'emploi en complément ou par la suite. Donc, ça leur a permis beaucoup d'augmenter leur confiance et leurs habiletés à ce niveau-là. Et le groupe Explore, normalement, on met un petit E et un gros X pour faire avec la tendance de notre transition. Donc, c'est souvent un groupe tremplin vers d'autres groupes où les jeunes vont apprendre à explorer qui ils sont. Les habiletés de pré-employabilité, c'est plus connaissance de soi et le bien-être mental. Donc, d'une durée de 8 semaines, habituellement durant l'été. Et c'est des activités dans divers milieux, donc de découverte. Et ils utilisent au niveau de la pré-employabilité ou de la découverte de soi le RIASEC, donc le modèle RIASEC où chaque lettre traite d'un trait de personnalité ou d'un trait de Emily, how is it a personality trait or interest? Kind of both, more so personality, and then you can go understand from which profile you fall under, which areas of work or areas of studies would be best suited to your needs. So, for example, for investigator, I think is this is the Cosmodome, and they went last year to Quinn Farm for the was it the entrepreneur? That's realist. So realist is really manual work. So they did some auto-cueillette. There's conventionnel. 2 years ago, they did a budgeting activity as a strategy. This year, we went to the Bibliothèque et Archives nationales du Québec. They do a garage sale, I think. We did, yeah, garage sale for entrepreneuriat. Et social, this year we did a collaboration with the Day Center at the MEB. So they went to go volunteer with the bingo program that they have there. Okay, so I'm being told that we have to accelerate, so we will accelerate. Thank you, Chantal. Influx is our new group. It's a partnership with the Musée des Beaux-Arts de Montréal that's going to start in October for le bien-être mental et la socialisation. So we're very happy to have this partnership. And we like, again, the slogan, care everywhere. So healthcare everywhere or intervention everywhere. So this is a nice partnership out in the community.
and à la carte, as mentioned, there's different teams, and we brainstorm with the youth for the teams of interest for them. It's about every 2 to 3 months on the spheres of opportunity. And we have one more virtual session in theory and or in presence, and then they go out in the community to experiment what they might have learned or to put in practice. Les interventions individuelles, comme on a mentionné, c'est pour adresser les besoins spécifiques et ponctuels, soit avec un Transition Navigator with a coaching approach pour des objectifs personnels ou spécifiquement dans les sphères de besoins des jeunes selon les professionnels qui vont être impliqués. Et puis, on fait une offre de service auprès des parents qui est habituellement développée en partenariat avec notre travailleur social, des groupes, soutien par les pairs, flexibilité dans les termes abordés. Donc, ce n'est pas un one group fits all or one size fits all, but it will vary because the parents of the youth who are in our different groups, the youth will change, so the parents will have different needs. So, on est vraiment flexible with what the parents might need. Et on a différentes opportunités de partenariat et de collaboration, la fondation, les écoles, la recherche, les organismes communautaires et d'autres établissements de santé et de services sociaux. Je dirais qu'on voudrait percer un peu plus dans les écoles. Le recrutement reste toujours un défi pour nous, mais on travaille fort. Bonjour, je me présente. Mon nom est Nathalie Osborne. Je suis spécialiste en réadaptation en déficience visuelle au programme 25+, en déficience sensorielle au Lethbridge Leighton Mackay. C'est très long. Mes diapos sont en anglais. Je vais faire la présentation en français le plus que possible. Permettez-moi quelques anglicismes. Des fois, je cherche mes mots, mais alors, la prochaine diapo. Alors, je vais présenter brièvement notre mission, notre programme, notre équipe, les buts sur lesquels nous travaillons, le profil de nos clients, un aperçu de nos services et à la fin, les défis que nous observons quand ça vient à la transition à la vie active avec nos clients. Alors, la mission de Lethbridge Leighton Mackay, bien sûr, c'est de maximiser l'autonomie de notre clientèle et la participation sociale pour améliorer la qualité de vie. Nous faisons cela en donnant des services spécialisés et surspécialisés d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale et au travail pour les gens avec une déficience visuelle et ou auditive. Prochaine diapo. On a une grande équipe. Alors, on a des travailleurs sociaux, des spécialistes en réadaptation de déficience visuelle comme moi-même, des spécialistes en orientation et mobilité, des ergothérapeutes, des éducateurs spécialisés, des audiologistes, des orthophonistes, psychologistes, coordonnateurs cliniques, agents administratifs, bien sûr, sans qui nous ne pourrions pas fonctionner, et notre gestionnaire. Alors, le but, c'est d'aider les gens à comprendre leur déficience visuelle ou auditive, dans le cas de nos clients avec déficience auditive, et essayer de maximiser leur participation dans leur vie de tous les jours. Le but, c'est vraiment de leur donner plus d'autonomie, de leur donner l'information pour qu'ils puissent demander ce qu'ils ont besoin. On a toutes sortes de profils de clients. On a certains qui viennent dans notre programme comme jeunes adultes qui ont déjà une déficience visuelle, qui ont peut-être déjà été suivis dans les programmes pédiatriques chez nous. On en a d'autres qui sont nouvellement avec déficience visuelle. Et on a bien sûr des personnes, adultes plus âgés et personnes âgées qui ont passé la majorité de leur vie avec une vision normale, mais que maintenant ont une perte visuelle liée à leur âge. Certains, c'est vraiment dès la naissance, ils sont nés avec la condition qu'ils ont. D'autres, c'est vraiment acquis et ça peut être acquis à n'importe quel âge. Il n'y a pas de limite sur ça. On peut avoir des pathologies oculaires, alors vraiment des maladies comme la dégénérescence maculaire ou des cataractes, mais on a aussi des gens avec des pertes de nature neurologique, comme quelqu'un qui aurait fait un ACV ou quelqu'un avec un diagnostic de sclérose en plaques ou de Parkinson qui peut venir aussi avec des pertes visuelles. Et pour la déficience auditive, que je touche très légèrement, on a aussi des gens avec des acouphènes. Alors, pas nécessairement de perte auditive, mais qui ont toujours du son, du bruit qui vient de quelque part, qu'ils entendent, on appelle ça des acouphènes.
Ça prend une difficulté au niveau de la vie de tous les jours. Alors, en plus du diagnostic, les gens qui viennent nous voir d'habitude ont besoin d'un certain aide, soit à l'école, à la maison, au travail. Ça peut être lié à leur rôle de parents, de grands-parents, de bénévoles. Ça peut être de toutes sortes de raisons. Alors, en déficience visuelle, on commence toujours avec une entrevue initiale basée sur le PPH. Alors, on veut vraiment avoir un portrait de notre client, de qui cette personne est, de comment elle vivait sa vie avant la déficience visuelle et quel impact a eu la déficience visuelle pour savoir vers où on s'en va. Nos clients, en général, ont accès à la clinique de basse vision, à une équipe multidisciplinaire qui peuvent donner des soins soit ici sur le site MAB ou ça peut être à la communauté, dans la maison, les résidences, au travail, n'importe où. On offre du soutien psychosocial et du counseling. On offre des évaluations et entraînements sur l'utilisation de différentes aides techniques et technologiques, optiques, etc., dépendamment des besoins du client. Et on soutient l'intégration dans la communauté. Alors, on a un programme de service d'aide à l'emploi qui peut aider à soutenir nos clients qui veulent intégrer dans un emploi ou maintenir un emploi qu'ils ont déjà. Aussi des services de conseil à l'emploi pour ceux qui commencent leur cheminement, qui ne sont pas sûrs vers où s'en aller. On peut aussi leur conseiller. En déficience auditive, c'est semblable. On commence aussi avec une entrevue initiale. On offre du soutien psychosocial. On offre des groupes, des aides adaptées pour la déficience auditive, des systèmes environnementaux, l'entraînement sur des stratégies de communication et encore le soutien à l'intégration. C'est très semblable. De plus, on a plusieurs groupes. Ça varie de saison à saison, mais on en a qui sont plus axés sur le psychosocial. C'est plus des groupes d'échange ou d'entraide. Il y en a d'autres qui sont plus visés. On a un groupe de vision excentrique, par exemple, pour une personne pour des gens avec des pertes de vision centrale. On a des groupes de communication, de speech reading pour des gens avec déficience auditive. Et on a aussi des groupes combinés pour des gens qui auraient les deux déficiences et qui ont besoin d'un entraînement un peu plus adapté de comment gérer les deux déficiences ensemble, vision et auditif. Les défis qu'on a identifiés, il y en a plusieurs. Alors, un des défis qu'on voit, ça nous arrive de recevoir des clients dans le programme adulte qui se sont rendus à l'âge adulte avec une déficience intellectuelle soupçonnée, mais jamais diagnostiquée officiellement, pour une raison ou pour une autre. C'est par expérience personnelle. Des fois, c'est des parents qui n'ont pas voulu avoir un label pour leur enfant, alors ils ont résisté. Ils ont d'autres ça n'a jamais passé par la tête, il y a toutes sortes de raisons. Mais le problème, c'est que rendu à l'âge adulte, une déficience intellectuelle ne se diagnostique plus. Rendu à l'âge adulte, là, on parle de déficience cognitive. Ça peut être évalué à n'importe quel âge, mais d'après notre psychologiste, une déficience intellectuelle en tant que telle doit être diagnostiquée avant l'âge adulte. Alors, c'est sûr que rendu à l'âge adulte, si ça n'a pas déjà été fait, on est un peu pris et des fois, ça peut limiter les services à laquelle nos clients peuvent avoir accès. Il nous arrive aussi d'avoir des clients qui viennent avec peu d'habileté en français, en anglais ou les deux. On a beaucoup de clients qui sont réfugiés, qui sont des nouveaux arrivants, qui n'ont pas encore acquis leur langage et de français-anglais. C'est bien sûr qu'ils ont leur propre langage maternel. Et aussi parce qu'ils n'ont pas nécessairement reçu les services de réadaptation qu'ils ont besoin. Ils ne sont pas toujours en mesure d'avoir les outils qu'il leur faut pour entamer un processus d'apprentissage de langage. Alors, il y a une pente un peu plus pique à monter. On reçoit des fois des clients, ceux qui n'ont pas le bénéfice de passer par un programme comme Transition, qui sont très limités dans leur habilité sociale, qui n'ont pas eu autant d'expérience peut-être que les autres, qu'ils ont peut-être été surprotégés. Leurs parents ne voulaient pas trop de risques. Ça vient d'une bonne place, c'est sûr, mais rendu à l'âge adulte, on voit les effets. On voit qu'ils ne commencent pas au même niveau que les autres. Il y a certains utilisateurs qui ont des conditions dégénératives. Alors, ça change. Ça peut changer après quelques mois, après quelques années. Ça peut changer à n'importe quel moment.
Alors, ça devient très difficile de s'adapter et de trouver leur normal quand leur normal change. La perte soudaine de leurs proches. Alors, je parlais tantôt d'un client qui est peut-être surprotégé. Ça peut arriver qu'on a un client qui habite à la maison avec ses parents jusqu'à l'âge adulte, mais comme très adulte, 40, 50 ans, et qui ne sont pas seuls avant le décès de leurs parents et n'ont peut-être pas pris le temps de se préparer. Alors là, tout d'un coup, les parents ne vont plus bien, ou ils sont très malades, ou ils décèdent. Et là, la personne adulte qui comptait sur les parents pour gérer leurs choses personnelles, pour faire la cuisson, pour prendre les rendez-vous, etc., ne sont plus là. Puis la personne est comme un peu perdue dans tout ça. Alors, le manque d'anticipation de qu'est-ce qui va arriver dans le futur, un peu difficile. Pour nos jeunes, c'est la perte du safety net. Nos jeunes dans le système scolaire souvent sont suivis par un itinérant, un professeur itinérant qui leur suit. Alors, c'est comme leur lien. Ils sont rendus à l'âge adulte, en cégep, en université, ils n'ont plus cette personne-là. Alors, ils doivent faire les démarches de plus en plus indépendamment et ils ne sont pas toujours ressourcés pour le faire. Et finalement, celle qu'on rencontre tout le temps, c'est le stigma associé avec la déficience visuelle. Alors, ça nous arrive tellement souvent que d'autres partenaires dans la communauté, dès qu'il y a une déficience visuelle, c'est comme ils ne savent plus quoi faire. Et ils veulent relancer le client vers chez nous quand le client pourrait intégrer et bénéficier des services même avec sa déficience visuelle. Alors, des fois, on a un petit peu un défi à dépasser ce stigma-là. Alors, ça donne un petit aperçu. Alors, Jean-Claude, tu avais accepté de répondre à... Oui, bonjour Jean-Claude. Tu avais accepté de répondre à certaines questions, partager un peu tes connaissances au fil des années. Je te laisse la parole. Je suis professeur en adaptation scolaire et sociale, donc je suis souvent sollicité par les enseignants qui vivent les réalités de ce programme en milieu scolaire. Premier constat, c'est que il me ramène un tableau qui me dit que selon le milieu, c'est une réalité complètement différente. Elle est vraiment éclatée et malgré le fait qu'il y a un cadre commun du ministère de l'Éducation. D'où une première question. Donc, est-ce que vous, en l'amenant du point de vue du centre de réadaptation, il y a une uniformité autour des pratiques TEVA? C'est une première question. Ensuite, les 3 enseignantes que j'ai eues au cours des dernières années recevaient la mission de commencer dans leur milieu, donc ouvrir une classe dans laquelle il y avait démarrage du programme TEVA. Ce qui a été un privilège pour moi de participer au tâtonnement de quelqu'un qui part d'un côté des étapes de découverte de la documentation aux étapes de l'application au jour le jour sur le terrain, avec les discussions avec ses collègues qui ne comprennent pas toujours parce que dans un milieu scolaire ouvert, donc tous les enseignants ne s'intéressent pas aux problèmes des populations bénéficiant de TEVA. Donc, assister à ces échanges des fois difficiles dans le milieu pour constater à la fin que presque tous les enseignants finissent par ne parler que des problèmes organisationnels de coexistence, de vie commune avec leurs collègues, leurs pairs, et ils ont l'impression que c'est cela qui est dominant dans la vie des élèves même qu'ils suivent, parce qu'en interreliant d'un milieu à l'autre, presque tous les milieux crient au manque de ressources. Bon, je me dis, certainement, en partant des réalités que vous venez d'exposer, qui m'intéressent au plus haut point, je peux dire que en milieu de réadaptation, tout roule, ça va très bien. Donc, il y a cohésion, cohérence, articulation, et puis tout le monde est à la même place. Donc, les TEVA produisent les résultats qu'il faut. C'est ce que je constate comme échange, mais peut-être que vous allez me corriger là-dessus. Et dernier élément que je veux souligner, c'est que les 3 enseignants qui m'ont amené leurs préoccupations
et s'occuper des élèves présentant une déficience intellectuelle. Donc, je n'ai pas vu le profil en lien avec celui que vous développez, que vous décrivez en milieu de réadaptation, des gens ayant une très grande autonomie tout de même. Alors, je me dis peut-être que les problèmes soulevés par les gens que j'ai accompagnés, qui sont eux-mêmes en train de construire un référentiel d'accompagnement pour les milieux d'écoles secondaires en région, donc soulignant que cela n'est peut-être pas vécu de la même manière à Montréal. Bon, avec la déficience intellectuelle, mais chez vous, donc je n'ai pas entendu qu'il y avait des populations de déficience intellectuelle. Alors, est-ce que le fait que ça marche très bien est peut-être lié au fait qu'il y a une différence des clientèles? Donc, voilà les questions que je soulève. Les 3 enseignantes sont ont terminé toutes leurs entrevues. Je les accompagne dans le traitement de données et j'ai fait appel au CRIR à un moment donné. Ceci explique peut-être pour cela la raison pour laquelle je suis rattaché à cette discussion. J'ai fait appel au CRIR à un moment donné pour mon intérêt de participer ou de développer un projet avec une demande de subvention cette année ou l'année prochaine, donc sur la construction des référentiels dans le domaine de Teva. Et donc, je voulais voir les milieux. Donc, j'ai découvert comme ça donc, le centre Lethbridge et le travail qui est fait. Donc, pouvoir m'associer à un milieu qui travaille déjà de longue date sur Teva afin de faire émerger non seulement des questions, mais aussi des réponses pertinentes pour des milieux qui n'ont pas cette expérience-là. Donc, voilà pour l'entrée. J'avais peur de dépasser 5 minutes, donc j'espère que je suis dans le respect des critères. Merci. Le timing est parfait, Jean-Claude. Merci. Donc, plusieurs questions. La diversité des besoins, déficience physique comparativement à une déficience intellectuelle ou un TSA, les réalités différentes entre le milieu scolaire et le milieu en réadaptation pour un programme TEVA. Donc, on va y revenir sur ces questions et celles aussi qui ont été soulevées dans le chat. J'inviterai maintenant Mélanie. Donc, j'ai fait une interprétation tout autre que Jean-Claude de ma présence aujourd'hui parmi vous. Donc, j'ai décidé de vous parler de différentes choses, de mettre la table sur des thématiques qu'on pourrait aborder ou poursuivre comme discussion. Donc, Mélanie Couture, je suis professeure en ergothérapie à l'École de réadaptation de l'Université de Sherbrooke. Et puis, je vais vous parler de différents projets. Donc, on pourra choisir s'il y a des thématiques qui vous intéressent ou que vous voulez approfondir. Donc, prochaine diapo. On a eu un projet sur lequel, justement, Jean-Claude a travaillé avec moi. C'était un projet dans trois régions, en Estrie, en Montérégie, en Chaudière-Appalaches. Donc, on a un rapport qui est publié au PHQ MSSS sur la Teva. Je vais vous parler de ça dans quelques instants. Je vais vous parler également d'une entreprise adaptée qu'on est en train de vraiment d'analyser, de regarder les forces, comment ils fonctionnent, eux autres, leur plus-value du fait qu'ils sont affiliés, qu'il y a déjà une école aux adultes qui est interne à Défi Polytech. Donc, je pourrais vous parler de ça dans quelques instants. Également, d'un projet que j'ai mené avec une étudiante doctorale, Camille Gauthier-Boudreau, où c'est vraiment plus la transition pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle profonde. Donc, elle a publié un guide, je pourrais vous parler de ça. Également, un projet avec mon collègue Martin Cahouette. Le rapport et les présentations ont eu lieu en juin. Peut-être que ça sera quelque chose qui vous intéresse, mais le prêt disponible et capable, qui est vraiment une initiative pour l'embauche inclusive, donc des interventions pour soutenir les employeurs. Puis, en fait, on a un tout nouveau projet avec Camille et avec Martin Cahouette où on vise à transformer les anciens plateaux de travail en quelque chose un peu plus au goût du jour, je dirais. Donc, on appelle ça l'unité d'apprentissage. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Donc, le projet qu'on a mené dans 3 régions, c'était vraiment pour voir comment ça se vivait, la Teva, dans ces régions-là, donc en Chaudière-Appalaches, en Montérégie puis en Estrie. Et ce qu'on a vu, c'est vraiment cette disparité que mentionnait Jean-Claude, vraiment des façons de faire extrêmement différentes selon les différentes régions, en fonction des réalités terrain, en fonction des commissions scolaires, en fonction des partenaires qui étaient déjà là.
Donc, dans le rapport, c'est un peu l'espèce de schéma synthèse à la toute fin pour voir que oui, la transition, c'est la base, mais donc, vous pourrez aller voir le rapport, je pourrais vous donner les informations pour y accéder. On pourrait passer à la prochaine diapo où je voulais vous mentionner la façon, je vous dirais le milieu idéal qu'on a vu dans la façon où les gens se concertaient. C'était qu'il y avait vraiment une table régionale de gens autant terrain que de gens gestionnaires. Donc, on avait vraiment un comité directeur avec tous les responsables des commissions scolaires, des différents programmes des ITSA-DP et qui se parlaient au niveau macro. Et ensuite, il y avait une table opérationnelle. Donc, les intervenants terrain avaient aussi leur table pour discuter, pour agir. Et ensuite, je dirais que c'est ce modèle-là qu'on a vu qui était le plus efficient, le plus efficace et pour lesquels les gens avaient le plus de sentiments d'efficience par rapport à être capable de mener une TEVA. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, contactez-moi, je pourrai vous rendre disponible le rapport qu'on a publié. Prochaine diapo. Donc, l'entreprise adaptée Défi Polytech, c'est un projet, un MITAC, c'est l'entreprise elle-même qui est venue contacter l'Université de Sherbrooke qui disait, nous, on fait quelque chose de vraiment différent, de vraiment unique, puis on aimerait ça que vous soyez capable de nous aider à documenter notre façon de faire. Donc, eux, je vous dirais, moi, j'ai été ravie de travailler sur ce projet-là. On a présenté avec Martin une conférence là, en juin qui va être disponible bientôt sur le site de l'IUDITSA. Mais vraiment, la spécificité de l'entreprise Défi Polytech, c'est qu'ils ont un milieu de vie vraiment exceptionnel, des jardins communautaires, un gym sur place, une cafétéria santé. Donc, ils ont vraiment une vision très, très humaine de qu'est-ce que c'est que d'être un employé et de la qualité de vie à l'emploi. Donc, on a documenté leur modèle logique, ils sont vraiment ancrés dans l'économie circulaire, le recyclage, la récupération, sont vraiment dans l'ère du temps. Donc, ce volet-là qu'ils ont déployé est vraiment exceptionnel. Et on est en train, donc la première étape, on a documenté le modèle logique et là, on est en train de documenter vraiment la perception des employés. Donc, on a fait passer là, récemment des questionnaires sur la qualité de vie, l'engagement au travail, tout ce volet-là. Donc, on est en train de faire les analyses et on a aussi fait des entrevues. Donc, si ce projet-là vous interpelle sur les entreprises adaptées, contactez-moi, ça va me faire plaisir. Prochaine diapo. C'était pour vous montrer de quoi ça a l'air le modèle logique. Donc, on peut passer prochaine diapo aussi. On pourra vous rendre disponible les diapos là, si vous le voulez également. Et on a fait toutes sortes de recommandations en lien avec les entreprises et également des recommandations sur le plan gouvernemental. Donc, toutes sortes de choses qu'on peut tirer comme information. Prochaine diapo. Je vous parlais du projet d'une étudiante, Camille Gauthier-Boudreau, qui a vraiment son projet doctoral. On a vraiment approfondi tout le volet de la transition, mais pour ceux qui ont une déficience intellectuelle profonde et pour lequel ce n'est pas le projet de vie, d'emploi qui est possible, mais vraiment plus un engagement dans la communauté, des activités dans la communauté. Donc, Camille a travaillé avec le milieu, vraiment dans un projet de recherche-action, avec, encore une fois, les différents intervenants des commissions scolaires, mais du milieu de l'emploi, du CIUS de l'Estrie, donc le volet CRDI. On a travaillé avec eux et là, prochaine diapo, elle a produit un beau guide vraiment qui vise autant les parents que les intervenants pour accompagner spécifiquement en lien avec une déficience intellectuelle profonde, comment anticiper et préparer la famille après l'école, puisque l'école cesse à 21 ans et c'est souvent un grand gouffre pour ces familles-là. Et prochaine diapo, je vous parlais de l'initiative Prêt, disponible et capable. Donc, Martin Cahouette et moi-même, on était dans une équipe où on a documenté la façon, comment ça se déployait, Prêt, disponible et capable au Québec. Donc, il y a vraiment une initiative fédérale qui vise à soutenir l'emploi inclusif, donc plus par de la formation, de l'intervention, du soutien aux employeurs. Donc, vraiment dans cette perspective ce n'est pas la personne elle-même qu'on soutient uniquement. Il y a ce volet-là, bien entendu, d'accompagnement, mais c'est aussi principalement un grand volet sur l'accompagnement des employeurs et donc de comment faciliter cette ouverture d'esprit des employeurs. Prochaine diapo.
Et en fait, le dernier projet qu'on est en train de faire, c'était juste pour me rappeler, c'est un visuel, vous ne pouvez pas regarder cette diapo-là. Donc, l'unité d'apprentissage, c'est vraiment dans cette idée de partir d'un plateau de travail et comment on pourrait l'amener à être quelque chose de plus inclusif. Dans le sens que souvent, les plateaux, c'est ségrégué dans un environnement et que la personne, oui, elle a des tâches, c'est un volet d'apprentissage à l'employabilité, mais elle n'est pas nécessairement incluse dans la société. Elle a peu d'interactions avec la communauté. Donc, le partenariat avec l'Université de Sherbrooke, le service des immeubles, est vraiment dans l'idée de, oui, ils accueillent des personnes avec déficience intellectuelle à accomplir différentes tâches, mais on les accompagne pour faire évoluer. Donc, présentement, il est vraiment très typique des plateaux de travail relativement ségrégés. Oui, les travailleurs ou les stagiaires ou les personnes qui sont dans l'unité d'apprentissage sont sur le campus de l'université, mais ils ont relativement peu d'en rencontre avec les étudiants, avec le personnel en général. Donc, on est vraiment dans une démarche pour accompagner et le milieu, les éducateurs du CRDI, j'utilise la vieille nomenclature, là, je ne suis vraiment pas bonne avec la nouvelle façon de parler, mais donc les éducateurs, mais autant aussi l'employeur, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour créer des opportunités, des nouvelles tâches où les gens seraient davantage alignés en communauté, donc une présence physique, mais aussi une présence sociale. Donc, on travaille sur ce volet-là également. Donc, en vrac, toutes sortes de thématiques d'enjeux qui vont me faire plaisir là, de discuter avec vous dans les prochaines minutes. Merci, Mélanie. Tout plein de belles opportunités de partage ici qu'on peut adapter et intégrer à son milieu de travail. Donc, la prochaine personne, c'est Annie. Oui, Annie, tu prends le contrôle, c'est bon. Parfait, je te laisse y aller, Annie. Oui, vas-y. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si je suis en mode présentation, si c'est correct, pas tout à fait. Oui, c'est bon, on pourrait le faire. C'est correct? OK. Donc, bonjour tout le monde. Je vais aller au tout début. Annie Rochette, je suis professeure titulaire au programme d'ergothérapie, chercheuse au CREIR. Et honnêtement, je suis un peu ici en imposteur parce que je vais vous parler du thème de la sexualité et des relations avec les jeunes adultes, mais je m'intéresse aux relations surtout au niveau de la clientèle AVC. Alors, ici, je me fais un peu le porte-parole des étudiants avec qui j'ai le privilège de collaborer. Donc, je me suis inspirée beaucoup des travaux d'un ergothérapeute, Louis-Pierre Auger, qui est candidat au doctorat et je pense qu'il est ici avec nous. Donc, si jamais vous avez des questions puis qu'il reste du temps, il pourra aussi m'aider et vous répondre. Et aussi, je vous parle un peu d'un projet d'intégration qui est en cours d'étudiante à la maîtrise professionnelle en ergothérapie. On les appelle les deux Mégane, Mégane Parker puis Mégane Boria. Donc, la thématique des relations, j'ai mis ici des extraits de ma vie, un peu pour décrire qu'est-ce que les relations, quand on parle de relations interpersonnelles. On parlait de socialisation un petit peu plus tôt. Donc, qu'est-ce qu'on entend par relation interpersonnelle? Ça fait partie intégrale de l'être humain. Ça se manifeste à travers, donc oui, la socialisation, mais ici, on parle aussi de sexualité. Donc, ça se manifeste, la sexualité, à travers la sexualité, on peut parler du sexe, mais aussi de l'orientation sexuelle, de l'érotisme, du plaisir, l'intimité, la reproduction et l'identité de genre. Quand on regarde les descriptions des items dans ma vie, j'ai mis les versions, les catégories relations interpersonnelles adultes, aînés et jeunes 5-13 ans, en me disant ça recoupe un peu jeunes adultes. Ce qu'on note, c'est qu'il n'y a rien dans ma vie qui fait référence aux activités sexuelles qui sont réalisées hors des relations sexuelles. Donc, on parle de masturbation ou autre, c'est comme si ce n'est pas inclus nulle part comme activité dans les habitudes de vie dans le MDH-PPH. Donc, c'est une question peut-être de réflexion ou de voir est-ce qu'il faut l'ajouter si on utilise un outil comme celui-là. Sinon, quand on parle de relations et de sexualité, bien sûr, on parle d'une habitude de vie, donc d'une occupation, d'une activité. Alors, ce que j'ai fait ressortir ici, c'est que ça contribue. Donc, oui, c'est influencé par qui on est, nos déficiences, incapacités, tout ça. Mais dans l'autre sens, les flèches sont bidirectionnelles et ça va contribuer aussi à la construction de l'identité et de l'estime de soi. Puis, il y a plusieurs programmes. En tout cas, les deux programmes qui ont présenté un peu plus tôt, je pense qu'ils ont fait référence un petit peu à ça. Et bien sûr, c'est influencé par un environnement physique et social. Des fois, on a de la misère à aller documenter l'environnement, toutes les différentes caractéristiques qui peuvent venir influencer une activité. Fait que j'ai ressorti la MQE, qui est
la mesure de la qualité de l'environnement, qui est un outil de mesure qui fait partie du MDH-PPH2, puis que des fois on oublie, mais qui peut être utile des fois pour nous nourrir en termes d'items ou d'énoncés à prendre en considération quand vient le temps de considérer l'environnement. Puis pour un sujet comme les relations, la sexualité, des fois ça peut être utile de penser aux attitudes des gens autour de nous, au soutien qu'on obtient. Puis c'est qui les différentes personnes qui sont autour de nous, avec qui on interagit. On interagit avec les professionnels de la santé, avec des amis, dans des relations plus intimes aussi, mais avec les étrangers et tout ça. Puis ce qui manque dans tout ça, quand on regarde la description, ce qu'on a relevé, c'est qu'on ne fait pas tant mention de comment, on parle beaucoup de maintien de relations, mais pas beaucoup de comment on peut créer des relations, comment on peut développer des relations, puis comment on peut entrer en relation. Alors que ce que j'ai compris, c'est qu'avec cette clientèle-là, ça peut s'avérer un défi. J'ai oublié de partir mon temps, Chantal, fait que tu m'arrêtes, OK? Donc, un projet en cours rapidement, le projet des 2 Mégane qui est en cours, c'est elle s'intéressait au vécu sexuel des adolescents qui ont une déficience physique. Donc, on collabore avec le programme TEVA du CIUS Centre-Sud. Et là, où on en est, c'est qu'elles ont recueilli les données pendant l'été. C'est un projet d'intégration, donc c'est un petit projet, petite envergure, mais bien intéressant. Il était ambitieuse. Les filles, elles voulaient faire entre 9 et 10 entrevues, puis finalement, elles ont réussi à en faire 4. Et un des plus grands défis qu'on a rencontrés, et ça a été relevé dans une présentation précédente, c'est on a fait face à une forme de surprotection des parents. Puis en fait, la personne du centre qui devait entrer en contact avec les jeunes pour leur demander l'autorisation que nous, on les contacte pour les inviter à la recherche, faisait une espèce de surprotection et elle avait beaucoup de difficultés à parler directement aux jeunes. Ce qui a fait qu'on a eu 51 noms des archives et de ces 51-là, on a eu seulement 19 qu'on a réussi à atteindre et qui ont finalement accepté qu'on les contacte pour en avoir 4 en entrevue. Ce qui ressort aussi des données actuellement, puis c'est les analyses, ils vont débuter bientôt. En fait, là, c'est juste que j'ai écouté un peu les entrevues pour vous parler aujourd'hui. L'échantillon, on a finalement 4 hommes, avec surtout troubles de langage, avec ou sans surdité, et un trouble déficitaire d'attention. Au niveau du vécu, au niveau de l'adolescence, il n'y en avait pas. Aucun des 4 avait vécu de relations sexuelles à l'adolescence. 1 sur 4 à l'âge adulte au niveau des relations sexuelles. Puis au niveau de la masturbation, c'est un thème qui était abordé aussi, le vécu était relativement varié aussi. Aucun service reçu par personne des 4. On n'était pas énormément peut-être surpris, mais c'est probablement un enjeu qu'il faut peut-être penser à ajouter dans notre offre de service éventuellement, ou peut-être que ça l'est, puis qu'ils ne sont juste pas intéressés, puis c'est correct, mais d'emblée, ils ont tous dit on aurait aimé ça qu'on nous le propose. Mais aussi, il faut dire, c'est les 4 qui ont accepté de participer. Quelques enjeux qu'on peut relever, puis c'est tiré aussi d'une autre étude qu'on avait fait en collaboration avec vous autres, CIUS Centre-Sud, CIUS Centre-Ouest, il y a quelques années, où on avait interviewé des cliniciens en déficience physique. Un des enjeux qu'on voit souvent, c'est que c'est difficile de dire c'est le rôle de qui dans l'équipe. C'est une responsabilité qui est à partager à travers les professionnels de la santé, mais c'est qui prend la responsabilité d'amener le sujet avec le client. On n'est pas toujours à l'aise en termes de nos connaissances individuelles, nos habiletés, nos attitudes. Ça inclut notre niveau de confort aussi, à ouvrir la porte, à évaluer, à intervenir. Si j'ouvre la porte après puis je ne sais pas quoi faire, est-ce que j'ai des ressources? Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis il y a plein de facteurs aussi qui sont liés aux caractéristiques de la clientèle en tant que telle. Donc, des fois, on peut arriver avec des idées préconçues, justement, que c'est pas accessible, ou ça ne fait pas partie de leur vie, puis c'est nous, on décide pour eux, alors que ça serait à eux de poser le jugement. Les 2 dernières diapos, c'est des ressources qu'on a mis, que j'ai pigées dans les banques de ressources de Louis-Pierre. Donc, merci encore, Louis-Pierre. Donc, si vous avez des ressources sur les travaux de Louis-Pierre, qui a développé un guide d'entrevue en sexualité. Il donne aussi une formation éventuellement. Donc, des fois, ça peut être, je fais de la pub pour ta formation, Louis-Pierre. S'il y en a qui sont intéressés, vous avez le lien. Puis, il y a des guides de pratique qui ont été développés aussi par d'autres équipes qui peuvent être intéressants, puis qui donnent des pistes, qui y a plein de ressources dedans, des fois. Puis, il y a des ressources vidéo aussi qu'on a mis quelques ressources ici. Fait que je ne sais pas si j'ai dépassé, mais merci de votre attention. Merci, Annie. Donc, la question de la sexualité est une des questions qui a été soulevée par les intervenants dans le milieu de la réadaptation. On fait quoi avec ça? Je veux dire, les jeunes vous approchent pour ce genre de questions, puis j'avais invité donc Annie à venir présenter
ces travaux avec lui, Pierre. Bonjour tout le monde, mon nom est Samuel Rago, je travaille à la Société québécoise de la déficience intellectuelle, donc l'organisme provincial en déficience intellectuelle, et je suis aussi candidat au doctorat en travail social à l'Université McGill. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du programme de revenu de base et de son impact sur le travail des personnes présentant une déficience intellectuelle, un TSA ou ayant une déficience physique. Donc, on peut aller à la... Voilà, parfait. Ça, c'est juste une petite mise en garde. Dans le fond, l'information que je vous présente est vraiment à titre indicatif. Il y a quelques petits détails qui ont changé. S'il vous plaît, n'utilisez pas l'information pour aiguiller des familles ou des personnes. Ça pourrait changer. Allez sur québec.ca et trouvez l'information directement. Donc, le revenu de base, en bref, c'est quelque chose qui est passé majoritairement sous le radar pour pas mal l'ensemble de la population, je pense. Le programme de revenu de base a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale en 2018. Et moi, ça fait maintenant plus de 4 ans que je travaille avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour peaufiner les détails. Le revenu de base, contrairement à son nom, n'est pas un revenu de base. Il s'adresse vraiment aux personnes qui sont prestataires du programme de solidarité sociale depuis longtemps. Et son entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2023. On parle de plus que 80 000 personnes qui vont automatiquement basculer vers ce nouveau programme. Parfait. Donc, le profil des personnes admissibles au PRB, on va l'appeler le PRB, ça va être plus rapide, programme de revenu de base. 55 sont des hommes et 45 sont des femmes. 90 de ces personnes bénéficient de programmes d'aide financière de dernier recours depuis plus de 10 ans. Donc, on parle de gens qui sont sur la solidarité sociale depuis quand même très longtemps. Et 68 de ces personnes-là ont des contraintes liées à des déficiences intellectuelles, d'apprentissage ou à la santé mentale. Ce sont des chiffres du ministère. Donc, les conditions d'admissibilité au PRB, eh bien, il faut avoir été sur le programme de solidarité sociale dans les 66 des 72 derniers mois, donc 5 ans et demi sur les 6 dernières années, ou avoir aussi eu ce cumul de mois pour le supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels, donc le SENS, ou ayant eu une rente d'invalidité. Donc, les personnes, mettons un enfant dont les parents bénéficient du SENS, peuvent avoir l'enfant pourra avoir accès au PRB à ses 18 ans, pourvu qu'il y ait eu 66 mois de 72 au SENS. Donc, c'est une admission automatique. Il n'y a rien à faire. C'est vraiment le mois suivant, les 66, la personne bascule directement au programme. Pourquoi c'est un programme important qui va avoir un impact sur l'emploi? Bien, la prestation est vraiment plus élevée que ce qui existe actuellement, la solidarité sociale, mais évidemment pas suffisante pour sortir réellement de la pauvreté. C'est une prestation qui est individualisée, donc une personne, un chèque. Et maintenant, les personnes vont avoir la possibilité de vivre avec un ou une conjointe jusqu'à un certain taux de réduction pour le revenu du conjoint ou de la conjointe. Et aussi les avoirs liquides. Donc, par exemple, l'argent qui est dans le compte en banque va passer de, je pense, la limite actuellement est de 5 000 à 20 000. Par exemple, pour les biens, on parle de 500 000 Donc, si vous léguez des biens à vos enfants qui sont sur la solidarité sociale, puis qui tombent au PRB, ben, vous pourrez avoir plus d'argent. Ils pourront garder plus de biens. Et très important pour les personnes qui accompagneraient des familles, la première maison n'est pas comptée dans les biens de la personne. Donc, vous pouvez avoir une maison à 2 millions de dollars, ça ne change rien, vous serez encore admissible au programme de revenu de base. L'évaluation de la situation de la personne est faite à chaque année par la déclaration d'impôt ou d'autres moyens alternatifs. Si la personne ne fait pas de déclaration d'impôt, on peut prêter serment. Dans le fond, c'est pas compliqué. C'est un programme à vie, en fait, jusqu'à 65 ans. Et les personnes pourront suivre des études postsecondaires et recevoir de l'aide financière. Fantastique. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui et ce qui vous intéresse probablement en plus, c'est la possibilité de travailler pour les personnes. Donc, le montant des gains de travail admissibles qui va être indexé en 2023 est en fait équivalent au montant de la prestation de base de la solidarité sociale. Donc, en 2022, on parlait de 13 656 et on a un taux de réduction de 55 pour les revenus qui dépassent cette limite, contrairement à actuellement 100 pour la solidarité sociale, ce qui est quand même un changement majeur. Donc, ceux et celles qui sont au courant du travail au niveau de la solidarité sociale, les prestataires actuellement peuvent gagner 200 $ par mois et après ça, c'est coupé dollar par dollar. Là, on parle d'un montant total annuel de plus de 13 656 $. Donc, c'est quand même un très grand changement.
J'ai laissé dans le PowerPoint quelques exemples là, de cas de figure. Je ne pense pas qu'on ait le temps d'en parler vraiment aujourd'hui, mais Chantal, tu peux le passer les prochaines. C'est quelques exemples, dans le fond, vous pourrez le lire. Là, c'est juste pour vous permettre de comprendre et d'illustrer un peu les réalités des personnes avec qui vous pourriez travailler. Ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est les conséquences des changements sur le travail. Intéressant, on vient de parler là, de la transition des plateaux de travail ou des stages vers de l'embauche plus inclusive. Ben, c'est exactement ce qui pourrait arriver grâce au PRD. Les employeurs vont pouvoir rémunérer les personnes qui désirent travailler, notamment en temps partiel, sans que celles-ci ne se fassent couper leur chèque de revenu de base. Puis ça, c'était quelque chose qu'on entendait beaucoup là, dans le milieu d'employabilité. Ben, on ne peut pas vraiment embaucher des gens parce que de toute façon, à plus que 200 $ par mois, ben, ils vont se faire couper. Bien, ça n'existe plus pour les prestataires du PRD. Les gens peuvent gagner jusqu'à 13 656 $ en 2022 et plus en 2023, puisque ce sera indexé. Ça va aussi remettre en question la pratique de ne donner que des allocations de présence aux personnes dans les programmes socioprofessionnels. Souvent, c'est ce qu'on entend. On va à un plateau où on va participer à quelque chose, puis on nous donne un 5 $, là, puis c'est ça. Ça peut être remis en question aussi, évidemment, puisque, encore une fois, les personnes vont pouvoir avoir des gains de revenus de travail réels. Et ça va nécessiter le développement de nouveaux programmes d'inclusion et de mentorat en entreprise, puisque les gens vont pouvoir travailler, encore une fois, à temps partiel. Donc, ça fait partie des impacts. Ça risque aussi de remettre en question la pratique courante là, des stages à vie et du recours trop fréquent au plateau de travail à long terme sans progression réelle des personnes et sans acquisition là, de compétences de travail réelles. Puis bon, il y a beaucoup de gens qui ont utilisé le terme exploitation. Ce serait intéressant de se poser la question collectivement. Ce qui est important de faire, je pense, au niveau peut-être des personnes qui sont présentes aujourd'hui, c'est de vraiment s'informer sur le programme, s'informer pour pouvoir mieux informer les familles et les personnes concernées. Vous êtes souvent des personnes qui sont en première ligne, qui travaillent avec les gens et les familles, qui est vraiment une courroie de transmission. Puis, je pense que c'est important là, que vous soyez toutes et tous au courant. Mais aussi faire attention à ne pas induire les gens en erreur. Le programme de revenu de base est quand même conditionnel à avoir fait quand même un certain temps au programme de solidarité sociale ou au SENS ou à une rente d'invalidité. Donc, c'est majoritairement pas pour des adultes qui vont avoir 18 ans, à moins qu'ils aient été sur le SENS pendant vraiment longtemps. Donc, ça, c'est vraiment une mise en garde. Là. Faites attention quand même à donner la bonne information. Encore une fois, l'information va être sur québec.ca, donc tout va être disponible. Puis le ministère est en train de travailler avec le réseau de la santé pour donner des informations. Donc, c'est pas mal un très court overview là, de ce qui se passe en termes de revenus de base. Il y a pas mal plus de choses, pas mal plus complexes, mais ça vous donne un peu une idée de ce qui pourrait arriver pour les personnes qui vont être prestataires. J'ouvre J'ouvre l'espace pour les questions et les discussions, les échanges. Il y a différents défis qui ont été soulevés. On a parlé, entre autres, défis de référencement, de connecter avec les écoles, d'harmonisation des pratiques TEVA à travers les programmes dans les centres de réadaptation, mais à travers les programmes de réadaptation et scolaires. Je ne sais pas s'il y a des questions. Dalia, tu avais une question? Vas-y. En fait, c'est moins une question qu'un commentaire. Je voulais vous remercier. J'ai trouvé ça super intéressant de voir à la fois les programmes, les différents programmes et les clientèles qui sont desservies, les nuances entre les programmes, les objectifs et aussi la recherche qui se fait parfois en parallèle ou qui se recoupe. En tout cas, j'ai trouvé ça très, très pertinent. Merci pour l'organisation et merci aux panélistes. Merci, Dalia. Oui, donc c'est l'objectif. On espère que vous serez là en janvier pour qu'on puisse mettre en commun et trouver des pistes, soit de projets de recherche ou des pistes d'intervention ou d'application. Catherine Bondeau, vous avez une question ou un commentaire? Excusez-moi, j'ai eu de la difficulté à trouver et mon micro et ma caméra. Bonjour. En fait, moi aussi, je trouve ça super intéressant. J'aurais aimé ça qu'on discute un petit peu des questions que M. Kaloubi, je m'excuse si jamais je prononce pas bien, Lusaka, a posées, parce qu'en fait, je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que
pour répondre un peu là, à l'uniformité des services en réadaptation, on tente vraiment d'avoir une uniformité. On discute souvent, là, moi, en fait, je suis la chef du programme TEVA à l'Institut Raymond Dehors, donc en déficience langagière, auditive et motrice. On travaille en collaboration souvent là, avec l'équipe de transition, puis on a essayé justement d'avoir des approches qui se ressemblent, mais il reste que comme Mme Cormier, là, comme Isabelle mentionnait, on a beaucoup d'enjeux avec le recrutement d'usagers, de jeunes qui pourraient avoir accès à nos services. La transition, on est aussi en train de la travailler là, par rapport avec l'école pour vraiment qu'on n'échappe pas de jeunes dans ce contexte-là, parce que nous, à Montréal, là, je vais parler pour Montréal, mais on a plusieurs commissions scolaires. Je pense qu'on est 5 commissions scolaires différentes, 3 francophones, 2 anglophones. On n'a pas le même fonctionnement dans les commissions scolaires. On est en train de travailler sur une structure qui permettrait graduellement d'arriver à quelque chose de plus solide, mais on a encore beaucoup d'enjeux. Ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus et on a vraiment des enjeux parce qu'on n'a pas les mêmes façons de fonctionner. Donc, c'est vraiment des très, très bonnes questions. Je pense que quand les enseignants mentionnaient que les problèmes structurels prennent le dessus sur les jeunes, bien, je ne dirais pas que c'est parfait dans le milieu de la santé. Je pense que ça s'améliore, mais il y a encore des gros enjeux à ce niveau-là, ne serait-ce que savoir qui répond. Est-ce que c'est la première ligne, plus CLSC, la santé mentale jeunesse, tout ça, ou c'est plus la réadaptation? On a souvent des jeunes qui nous arrivent à 19, 20 ans, puis qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont d'autres problèmes de santé et qu'on doit réorienter pour certains services et qu'on a de la difficulté à trouver des partenaires pour nous aider. Donc, il y a encore beaucoup d'enjeux, fait que j'aimerais ça, je ne sais pas si on pouvait en discuter là, ensemble, là, comme je vois qu'il n'y a pas tant de commentaires, puis ça me surprend parce que je me dis, ce sont d'excellentes questions. Puis même, le dernier point, c'était les diversités des milieux et des besoins de jeunes en DP versus DI. Je pense qu'il y a des besoins qui se ressemblent, mais il y a des besoins aussi très différents. Puis que c'est pas si évident que ça là, dans le réseau, comment on répond à ces besoins-là actuellement. Donc voilà, je voulais juste faire un petit commentaire là-dessus parce que je trouvais que les questions étaient super pertinentes, puis je trouverais ça dommage qu'on passe à côté parce que je pense que c'est aussi des enjeux qu'on vit dans le réseau de la santé. Jean-Claude, réaction? Merci, mais il me semble que Catherine Bondo réagit aux questions que j'ai soulevées. Je trouve ça intéressant. Je peux juste profiter du temps de parole pour dire que ma collègue Mélanie, dont je connais les travaux et puis avec qui j'ai collaboré pendant de longues années, a mené ce travail sur le terrain, et puis l'autre avec Martin. Mais les enseignantes dont je parlais avaient ces rapports entre les mains. Okay? Donc, d'où la question pour nous en tant que chercheurs. Donc, à un moment donné, ils ont tous ces outils-là entre les mains, mais qu'est-ce qui fait que les questions demeurent? Qu'est-ce qui fait que l'incertitude demeure? D'une part, parce que il y a cette variabilité de milieu, des réalités, et ce qui fait que d'un côté, la mise en évidence de ce qui a été fait, illustré, c'est un point très, très important. Mais de l'autre, ces questions-là qui demeurent doivent nous interpeller sur la continuité de nos services, sur les réalités diverses, sur comment attaquer ces choses-là. Et je suis rendu là dans mon questionnement et puis je serais intéressé de poursuivre la collaboration ou de redémarrer la collaboration avec ces préoccupations-là. Merci. Et ce que je trouve fascinant, d'ailleurs, j'ai lu le rapport de Mélanie sur sa situation en Estrie, c'est, comme elle vient de te le dire dans le chat, les deux, autant le milieu scolaire que le milieu de réadaptation, soulignent ce manque ces bris de communication, en fait, entre les différents secteurs. Puis la question qui pourrait être soulevée, c'est à qui revient le leadership de régler le tout? Est-ce que c'est le milieu scolaire qui, en principe, porte le TEVA au départ, 2 ou 3 ans avant la fin de l'école, qui devrait aller rejoindre, aller chercher les centres de réadaptation, ou c'est au centre de réadaptation de faire ses ponts? Oui, Jean-Claude.
Oui, j'ajouterais ceci. D'abord, je disais que selon les préoccupations et les étapes où l'on est rendu, bon, si j'ai un projet limité dans le temps, bon, je vais courir vite vers la réalisation du projet, puis les données, d'accord? Mais là, je me retrouvais dans le rôle de formateur en même temps, donc accompagnant des gens qui démarraient dans le milieu. Et on ne le réalise pas assez, mais quand on est au contact de la personne qui est en train de démarrer son projet en même temps, les incertitudes avec lesquelles elle vit, il y a toute une série de choses que peut-être on peut passer sous silence ou on peut passer à côté de cela. Et si on passe à côté de cela, on contribue nous-mêmes à entretenir l'anti-modèle tout en présentant les résultats du bon modèle. Vous comprenez un peu mon questionnement. Et donc, je trouve que je suis, moi, rendu là à questionner ces incertitudes-là avec ceux que nous accompagnons, tels qu'ils le vivent sur le terrain à l'heure actuelle. Merci. Oui, c'est une question que j'avais posée par rapport à Air Ouverte. Je pose la question aux équipes là, qui travaillent dans les centres de réadaptation, TEVA, Transition. Bon, Transition avec le X ici au centre La Puche d'Aytoun-Macaire, c'est pas nécessairement la vraie Air Ouverte dans le sens où c'est pas dans le milieu mené par et pour les jeunes directement, mais qui sont consultés. Est-ce que vous avez fait des liens avec les aires ouvertes, Catherine? Je vois que tu as ouvert ta caméra. Isabelle, je ne sais pas si tu... Vas-y, Catherine. En fait, on a commencé à faire des liens avec Air Ouverte parce que justement, on avait plusieurs jeunes avec majoritairement des problèmes de santé mentale, mais qui se retrouvent un peu à avoir peu de services. Puis souvent, quand ils ont soit un trouble de langage ou un trouble moteur, mais qui est secondaire parfois, hein, ils prennent l'ouverture qu'ils ont dans nos programmes, puis nous, ça nous fait plaisir de les accompagner quand il y a vraiment réellement des besoins. Mais parfois, l'état de santé du jeune n'est pas stabilisé au niveau de la santé mentale, puis nos interventions portent peu. Donc, on a fait des contacts avec Air Ouverte dès qu'on a entendu parler de ce service-là. Mais jusqu'ici, ce qu'on a eu comme réponse, on n'a pas eu, ça fait c'est très récent, là. On n'a pas eu de retour encore, mais ce qu'on a eu comme réponse, c'est automatiquement, quand ils sont ouverts chez vous, ben nous, on ne les prendra pas en charge parce qu'ils ils ont déjà des services dans un endroit du réseau. Donc, nous, on a dit oui, mais écoutez, c'est parce que nous, on voudrait travailler en collaboration ensemble parce que nous, on n'est pas spécialistes en santé mentale. Donc, ça, c'est difficile, mais je pense que c'est un début d'Air Ouverte. Donc, il va y avoir des discussions avec eux. Puis, au fur et à mesure, on va connaître mieux nos services mutuellement. Puis, je pense qu'on devrait arriver à quelque chose d'intéressant. Mais il faut dire aussi que c'est des toutes petites équipes. On sait, hein, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Tout ce qui est psychosocial en ce moment dans le réseau, il y en a de moins en moins. Donc, les psychologues, les travailleurs sociaux, tout ça, c'est plus difficile à trouver. Donc, c'est souvent ça aussi qu'on nous nomme, c'est que c'est des très petites équipes, des fois avec une coordonnatrice, puis elle est en attente de son équipe. Donc, c'est ouvert, mais je dirais que c'est un début. Puis, je pense que c'est une bonne chose que ça existe. Mais pour l'instant, on n'a pas été capable d'avoir de services en lien avec ces services-là. OK. OK. Si je peux ajouter, oui, si je peux ajouter, l'année dernière, on nous a contactés lors du démarrage de Air Ouverte pour le CIUS Centre-Ouest pour savoir un peu comment on s'y était pris, pour avoir le pouls des jeunes et des familles. Je n'ai pas eu de nouvelles ensuite quant au démarrage de Air Ouverte dans notre CIUS et les liens. Je pense que j'avais fait une relance. Là, je viens d'aller voir sur notre site web du CIUS, puis je vois qu'ils sont en recrutement d'une infirmière clinicienne en santé mentale et d'une spécialiste en activité clinique jeunesse, puis qu'ils offrent supposément les services santé physique pour les petits bobos, les soins infirmiers, santé sexuelle, bien-être, santé mentale et dépendance. Donc, c'est sûr qu'il y a des beaux liens à faire. Puis je ne pense pas que dans notre cas, ce serait qu'un service exclurait l'autre parce que ce sont, comme Catherine le souhaite, ce sont des services complémentaires. Mais je ne sais pas qui est en charge. Fait que je me suis mis une petite note de faire un lien parce que c'est définitivement quelque chose. Là, je voyais le commentaire de Mélanie par rapport aussi à Air Ouverte et aux autres programmes, mais le NEF, N-E-E-F, les jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation. Je serais curieuse de savoir c'est quoi ce programme et où sont
C'est Oui, où ça? ben, les NIF, c'est une nomenclature qui émane du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Eux, c'est comme ça qu'ils appellent toute une série de jeunes qui sont liés à l'emploi, fait qu'ils n'ont pas nécessairement, puis ce qu'on s'est rendu compte avec l'ergothérapeute qui travaille avec nous à la Cure, là, c'est comme une espèce d'organisme à travers l'école de réadaptation. Donc, on a des ergothérapeutes qui offraient un certain soutien avec les CEMO, donc les organismes d'employabilité, puis qui se rendaient compte, mais il y a toute une série de jeunes qui n'ont pas ils ne sont pas rendus à être accompagnés pour l'emploi, mais ils ont toute une série d'enjeux, de problématiques, que ce soit qu'ils n'ont pas de diagnostic, qui n'ont pas de et qui ont souvent des conditions neurodéveloppementales, que ce soit de l'autisme, du TDC, là, du trouble de la dyspraxie, des dysphasies, donc des troubles neurodéveloppementaux. Ils ont eu plein de problèmes à l'école, ils ont souvent abandonné. Et ils ont aussi, sinon, des enjeux de santé mentale, une faible estime de soi. Donc, tout ce groupe de jeunes-là, ils ont peu de services et souvent, ce qui est offert dans les CEMO ne marche pas avec eux. Donc, c'est un créneau. Il y a eu un appel d'offres récemment, à l'hiver passé. Le ministère offrait différentes subventions pour développer des nouveaux services. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire là, avec les ergots de la Cure, de développer le lifestyle redesign, qui est vraiment une approche qui a été initialement développée pour les aînés, mais vraiment dans cette idée de remodeler sa vie, de se reprendre en main, d'identifier des objectifs à court terme, à moyen terme. Donc, c'est pour ces groupes-là. Donc, c'est comme à cheval avec santé mentale, un peu DITSA, autisme, DP, ils ont toutes sortes des conditions associées. Donc, des jeunes qui tombent dans les cracks. C'est pas air ouverte non plus. Fait que, tu sais, souvent, je vois qu'il y a comme une espèce de, pas une démultiplication, mais ce serait le fun peut-être qu'il y ait une belle concertation ou qu'il y ait un meilleur travail collaboratif pour moi, tu sais, j'ai déjà été impliquée avec vous, Isabelle, en transition, de voir où vous êtes rendus, c'est fantastique. Donc, je pense que ce volet-là du partage est important parce qu'il y a des ancrages relativement sur certains points qui sont similaires dans l'engagement de ces jeunes-là dans un projet, de les aider. Donc, je pense qu'il devrait peut-être y avoir des suites à ce bel atelier-là, très certainement, pour continuer à ces réflexions-là. Merci, Mélanie. Catherine, tu peux réagir? En fait, aussi, je dirais qu'un des enjeux qu'on a, tu sais, Isabelle disait, j'ai regardé dans mon CIUS, puis il y a une aire ouverte, mais la problématique qu'on a, c'est qu'on dessert toute l'île de Montréal et des aires ouvertes, il y en a dans différents CIUS. Dans les 5 CIUS, il y en a une, je pense, par CIUS, mais les critères ne sont pas toujours les mêmes, c'est pas toujours les mêmes, le même personnel, donc c'est un peu difficile de s'y retrouver aussi. Donc, il faut faire vraiment, je vais utiliser du benchmarking là, pour savoir qu'est-ce qui est fait dans chacun. Fait que c'est beaucoup de temps et d'organisation, puis effectivement, tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui tombent dans les cracks du système. Puis notre système, on dirait qu'il y a quelques failles qui sont difficiles à calfeutrer, là. Tu préciser, Catherine, c'est pas les failles, mais ceux qui justement tombent dans ces cracks, on parlait de multiples déficiences. Les gens, en fait, c'est ça, c'est que nos jeunes, quand ils sont rendus à 18-20 ans, c'est rarement le cas d'avoir un jeune qui a seulement un trouble de langage. Souvent, ça vient avec l'anxiété, souvent, ça vient avec un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, de la santé mentale beaucoup en ce moment. Ça peut être aussi une déficience motrice, mais avec une déficience intellectuelle légère. Puis à un moment donné, on ne sait plus qui devrait desservir quoi. Donc, ça devient complexe. Puis effectivement, il faudra avoir un service, je ne sais pas comment l'exprimer, là, mais qui fait en sorte qu'on ne fait pas « Ah non, moi, il ne répond pas à ce critère-là, donc on l'envoie ailleurs. » Puis souvent, ce qui arrive, c'est que ces jeunes-là, quand ils sont multi-facteurs, multi-déficiences, on ne sait pas. En fait, on a de la difficulté à collaborer avec d'autres équipes. Souvent, c'est vraiment comme par silo encore, même si tout le monde travaille très fort. Je pense que tout le monde veut ça, qu'on arrive à collaborer ensemble, mais il reste qu'on a une structure, puis on a des structures qui sont complexes et qui font que c'est pas toujours facile de pouvoir travailler en collaboration par des critères X, là. Lucie, do you want to share your comment? Sure. I just wanted to, I didn't present our project, but we did interview
over 150 key informants in a project looking at transition into adulthood, and found in specifically related to the Teva-CIUS relationship that there was a sort of an informal understanding that only those individuals with fairly significant moderate to high needs were the ones that were being referred for an intervenant pivot. And those with milder impairments were just, I mean, a plan was made, but there was no and there was a real sense that the Teva consultants felt like they had to push. The push was by them to the CIUS. There wasn't a pull by the CIUS. And so this sort of intersectoral relationship between education, the board, and the local CIUS, both at the worker level, as well as at the administrative table level, as well as at the ministerial level, has to change. It's got to be a stronger, those relationships and those connections and those ties need to be strengthened in order to really and truly address and evaluated who's getting seen, who's not getting seen. Do they have a plan? Is it, the emphasis on episodes of care? Well, okay, you got an episode of care, you're done, goodbye, let's move on to the next person. And that's because there's the demand by far exceeds the ability, the caseloads are extremely high. So that's what we learned, or some of what we learned about the Teva-CIUS relationship. Merci, Lucie. Alors, on arrive à la fin de notre heure et demie ensemble. Alors, merci beaucoup à tous.